Bonjour à tous et bienvenue sur la Nationale 3. S'adressant aux apprenants du baccalauréat de la section sciences expérimentales, le contenu de la présente séquence d'apprentissage s'intéresse à l'étude des étapes de la réponse immunitaire spécifique, faisant partie du thème numéro 5 de votre programme qui est l'immunité. Donc les notions auxquelles vous serez initiés aujourd'hui sont présentées par Sami Rabah, professeur d'SVT, et ce sous l'assistance de Mme Jbara Sandes, inspectrice générale des écoles préparatoires et des lycées. Partons de la synthèse du cours en rapport avec les acteurs de l'immunité spécifique. En effet, au niveau de la moelle osseuse, naissent les lymphocytes pré-B et pré-T. Les lymphocytes pré-B restent au niveau de la moelle osseuse et entament une phase de maturation. À l'issue de cette phase de maturation, les LB deviennent immunocompétents. Les lymphocytes pré-T migrent vers le thymus et acquièrent leur immunocompétence. Les LT immunocompétents génèrent deux sous-populations de LT, les LT4 et les LT8. Les cellules immunitaires immunocompétentes migrent vers les organes lymphoïdes secondaires afin de sous-tendre la réaction immunitaire spécifique. Lors d'une infection par un virus, par exemple, une réaction immunitaire spécifique est déclenchée. Les cellules immunitaires identifient l'antigène et fabriquent donc des effecteurs pour éliminer cet antigène. La question, quel est le rôle de ces cellules immunitaires immunocompétentes dans la réponse immunitaire spécifique? Pour répondre à cette question et connaître les étapes de la réponse immunitaire spécifique, faisons appel aux activités de votre manuel scolaire. Commençons par le paragraphe A de l'activité A, page 308. Chez un sujet S1 atteint d'une maladie infectieuse M, on prélève des macrophages qu'on note M1. Chez un sujet S2 sain qui n'a jamais été atteint par cette maladie, on prélève des macrophages notés M2. On prélève aussi des LT et des LB, respectivement notés LT2 et LB2. On va réaliser avec ces cellules différents types de cultures. La culture cellulaire numéro 1, on va cultiver ensemble M2, LB2 et LT2. Et dans chaque culture, on va chercher la production de gamma-globulines. Pour la première culture cellulaire, il n'y a pas de production d'anticorps ou de gamma-globulines. La culture cellulaire numéro 2, on va cultiver ensemble M1, LB2 et LT2. Résultat, une production importante de gamma-globulines. Notons que S1 et S2 sont des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire génétiquement identiques. Vous êtes demandé d'expliquer pourquoi a-t-on réalisé les expériences avec les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux possèdent les mêmes séquences génétiques du complexe majeur d'histocompatibilité ou CMH, donc possédant les mêmes molécules HLA. Donc, si on réalise l'expérience avec les vrais jumeaux,
c'est pour éviter tout rejet. Donc le travail demandé est d'analyser les résultats de cette expérience. La culture de M2 plus LB2 plus LT2 n'aboutit pas à la production de gamma-globulines ou d'anticorps. La culture de M1 plus LB2 plus LT2 mène à la production accrue de gamma-globulines. On déduit donc que la production d'anticorps en tant qu'acteur de la RMH exige une entrée de macrophage au contact avec l'antigène. Par la suite, les macrophages se chargent de présenter l'antigène aux LB et aux LT. Donc les macrophages sont ainsi dits des cellules présentatrices d'antigènes ou CPAG. Troisième travail demandé est de proposer des hypothèses sur le mode de reconnaissance de l'antigène par les LB et les LT. Hypothèse. Donc, après intrusion d'un antigène dans l'organisme, les macrophages présentent cet antigène aux LT et aux LB. Bien sûr, cet antigène est présenté accompagné de molécules HLA classe 1 et HLA classe 2. Les LT ainsi peuvent reconnaître l'antigène grâce à leur TCR. Les LB aussi peuvent reconnaître l'antigène grâce à leur BCR. Pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire, on va traiter l'activité 1 et on s'intéresse précisément au paragraphe B des pages 308 et 309. Des observations réalisées au microscope électronique sur des prélèvements au niveau de la rate montrent des contacts des cellules immunitaires lors d'une infection. Ces observations ont permis de réaliser le document A et le document 2. La figure A du document A montre la présentation et la reconnaissance de l'antigène par les LT4. Et en bas de cette page, vous voyez les symboles du HLA classe A et du HLA classe 2. Vous êtes demandé de légender le schéma d'interprétation montrant la reconnaissance de l'antigène par le lymphocyte T4. Numéro 1, déterminant antigénique. Numéro 2, HLA classe 1. Numéro 3, HLA classe 2. Numéro 4, déterminant antigénique. Et numéro 5, le TCR. Le document de la figure B du document A montre la présentation et la reconnaissance de l'antigène par le LT8. Toujours, on est demandé de légender ce schéma. Donc, numéro 1, HLA classe 1. Numéro 2, TCR. Et numéro 3, déterminant antigénique. Le document 2 de la page 309 nous montre la présentation et la reconnaissance de l'antigène par les LT4. On est demandé aussi là de légender ce document. Numéro 1, BCR. Numéro 2, HLA classe 2. Numéro 3, déterminant antigénique. Et numéro 4, le TCR. Donc,
le travail demandé est de décrire comment se fait la reconnaissance de l'antigène par les LT, et plus précisément les LT4 et les LT8, et par les LB. On va s'intéresser toujours au même document. Donc, des cellules ont été prélevées au niveau des organes lymphoïdes secondaires et ont permis de réaliser ces schémas. Donc, le document 2 de la page 309 nous montre la reconnaissance du déterminant antigénique par les LT4. En fait, grâce à son BCR, le LB est capable de reconnaître l'antigène. Il s'ensuit une endocytose, dégradation et exposition à sa surface des déterminants antigéniques associés au HLA classe 2. Le complexe peptide du non-soi associé au HLA classe 2, exposé à la surface du LB, est présenté au TCR du LT4. Ainsi, le LB assure le rôle d'une cellule présentatrice d'antigène ou CpAG. Le document de la figure B du document A, page 308, nous montre la présentation et la reconnaissance de l'antigène par les sous-populations de LT, c'est-à-dire LT8 et LT4. Le travail demandé est de décrire comment se fait la reconnaissance de l'antigène par les LT et par les LB. Les LT8 sont en fait sélectionnés par le complexe peptide non-soi associé au HLA classe 1. Pour qu'il y ait reconnaissance de ce complexe, le LT8 mobilise son TCR. Ainsi, le TCR du LT8 reconnaît à la fois le peptide de non-soi et le HLA classe 1. Il s'agit là d'une double reconnaissance. Pour les LT4, sont sélectionnés aussi par le complexe peptide de non-soi associé au HLA classe 2. Pour qu'il y ait reconnaissance de ce complexe, le LT4 mobilise son TCR. Ainsi, le TCR du LT4 reconnaît à la fois le peptide de non-soi et le HLA classe 2. Il s'agit là aussi d'une double reconnaissance. Bien sûr, au cours de cette étape, c'est l'antigène qui va déclencher une réaction qui sera à l'origine de sa propre élimination. Donc, on va parler d'une phase d'induction. En fait, la reconnaissance de l'antigène constitue une étape très importante pour le déroulé de la réponse immunitaire spécifique, mais reste insuffisante pour l'élimination du non-soi d'une manière définitive. Donc, d'autres étapes, en fait, sont indispensables pour pouvoir éliminer définitivement le non-soi. On va passer à la deuxième étape de la réponse immunitaire spécifique dans les deux types de réponse immunitaire, c'est-à-dire dans le cas d'une réaction immunitaire à médiation humorale et dans le cas d'une réaction immunitaire à médiation cellulaire. Commençons par le cas d'une réaction immunitaire à médiation humorale ou RIMH. En effet, des prélèvements réalisés au niveau de la moelle osseuse montrent plusieurs clones préexistants. Donc, rappelons qu'un clone est une lignée de cellules identiques génétiquement et provenant toutes d'une seule cellule mère par mitose. Donc, les clones de LB constituent une réserve diversifiée, c'est-à-dire que chaque clone de LB possède un BCR différent. Chaque clone de LB reconnaît en fait
un seul type de déterminant antigénique. Il est donc spécifique à ce déterminant antigénique. Donc, pour mieux comprendre cela, on va traiter ensemble l'activité 2 de la page 309. Donc, on a parlé tout à l'heure de millions de clones de LB. Chacun possède son propre BCR. À l'occasion de l'intrusion de l'antigène, un clone ou quelques clones vont reconnaître l'antigène ou le déterminant antigénique. Donc, ce sont les déterminants antigéniques de l'antigène qui sélectionnent le clone de LB. Donc, le clone de LB sélectionné va être activé. Cette activation se fait par mitose successive. Et vous voyez, le nombre de cellules de LB activées devient plus important. D'où on va parler d'une amplification, dans le sens où le nombre de cellules devient très élevé. Donc, l'étape 2 sera l'étape d'amplification. Mais cette amplification, jusque-là, reste insuffisante pour éliminer le non-soi. Donc, toujours suite à l'intrusion d'un agent infectieux, on va numérer au niveau de la rate, et cela suite à une infection, les lymphocytes B et les plasmocytes. Qu'est-ce qu'un plasmocyte? L'observation microscopique d'un frottis sanguin montre un plasmocyte. Comparé avec un lymphocyte B, donc le lymphocyte n'est autre que la différenciation d'un lymphocyte B, possédant bien sûr ses propres caractéristiques qu'on va dégager tout à l'heure. Donc, l'étape 2 de la réponse immunitaire spécifique sera la phase d'amplification et de différenciation. Donc, à remarquer, le plasmocyte est une cellule sécrétrice d'anticorps. Il va sécréter les mêmes anticorps qui ont reconnu l'antigène au départ par les lymphocytes B. C'est-à-dire leur structure ressemble aux immunoglobulines de surface des lymphocytes B. Revenons à notre document 4. On a dit qu'on va réaliser l'énumération des cellules LB, les plasmocytes et le taux d'anticorps circulant. Vous êtes demandé de décrire l'évolution du nombre des LB, des plasmocytes et des anticorps lors d'une RMH. Comme vous voyez sur le document, les LB et les plasmocytes sont au départ très faibles. Suite à l'intrusion de l'antigène, le nombre de LB augmente et dépasse les 15 000. Après quelques jours de l'infection, le nombre de LB commence à diminuer, alors que le nombre de plasmocytes augmente progressivement. Plus loin, on voit que le nombre de plasmocytes atteint un optimum et le taux d'anticorps circulants commence à faire son apparition. Donc, au fur et à mesure que le nombre de plasmocytes diminue, le taux d'anticorps circulants
diminue aussi vers la fin de cette réaction, c'est-à-dire la guérison. Donc, on est demandé d'expliquer la relation quantitative entre ces différents effecteurs. Donc, on voit bien que lorsque le nombre de LB commence à diminuer, les plasmocytes apparaissent et leur nombre augmente. Et comme on a dit tout à l'heure, les LB, plutôt les plasmocytes, s'obtiennent par différenciation de lymphocyte B, d'où la diminution de lymphocyte B et l'augmentation du nombre des plasmocytes. Les plasmocytes, on a dit, sont des cellules sécrétrices d'anticorps, d'où l'augmentation du nombre d'anticorps circulants. Donc, l'observation microscopique d'un plasmocyte et le schéma qui l'accompagne permet de révéler les caractéristiques cytologiques de cette cellule. Donc, on va dégager à partir des documents les particularités cytologiques du plasmocyte en rapport avec sa fonction, qui est la production d'anticorps circulants. Quelques particularités. Le noyau est volumineux. Cela atteste d'une transcription intense. Production d'ATP nécessaire à la synthèse protéique, d'où la présence d'un nombre très élevé de mitochondries. Les ribosomes, qui sont le lieu de la synthèse protéique, cela atteste d'une traduction de l'ARN en protéines. Donc ces protéines ne sont autres que les anticorps circulants produits par les plasmocytes. Les anticorps sont libérés par les plasmocytes dans la circulation sanguine. Et en fait, un plasmocyte peut libérer jusqu'à 5000 anticorps par seconde. Pour mieux comprendre cette étape, on va faire appel à une expérience que vous connaissez déjà et que vous avez vue dans un cours précédent. Chez la souris C, qui n'a jamais été atteinte par le tétanos, on lui injecte l'anatoxine tétanique. 15 jours après, on lui injecte la toxine tétanique. Résultat, survie de la souris C. Donc la souris C, ayant reçu l'anatoxine tétanique, acquiert une résistance vis-à-vis de la virulence de la toxine tétanique. Ainsi, la souris C est immunisée vis-à-vis de la toxine tétanique. Aussi, précédemment, on a évoqué une propriété de la réponse immunitaire qui est la mémoire immunitaire. On va exploiter cette propriété. Donc, lors de l'intrusion d'un antigène, cet antigène va sélectionner un clone de lymphocyte B parmi les millions de clones qui constituent notre répertoire immunologique. Pour donner une première réponse immunitaire, comme vous voyez sur le graphe, et qu'on nomme réponse primaire. On a dit auparavant que cette réponse primaire est faible et demande quelques jours pour se déclencher. En fait, la reconnaissance de l'antigène par des clones de LB, ce clone va s'amplifier. Vous voyez, le nombre de LB augmente. Certaines cellules de ce clone vont se différencier en plasmocytes sécréteurs d'anticorps, mais le nombre de LB
à la fin de toute réponse immunitaire spécifique, ne diminue pas complètement. Quelques LB vont persister. Et ces LB qui persistent vont constituer les LB mémoire, lesquels vont reconnaître l'antigène lors d'un deuxième contact. Donc, lors d'un deuxième contact avec le même antigène, la réponse immunitaire est rapide, ça demande 3 à 4 jours, elle est plus intense et elle dure plus longtemps, puisqu'on a des LB mémoire qui reconnaissent déjà les propriétés de l'antigène ou des déterminants antigéniques. Donc vous voyez, l'amplification est plus importante et le nombre de LB produits au cours de la réponse secondaire est plus important. La phase de différenciation va donner toujours des LB mémoire, mais dont le nombre est plus important lors d'une réponse secondaire. Elle va donner aussi des plasmocytes dont le nombre est plus important lors d'une réponse secondaire. D'où l'intérêt de la mémoire immunologique. Donc, le travail demandé est de préciser dans l'ordre les événements immunologiques déclenchés par l'infection microbienne. Donc, lors de l'intrusion de l'antigène, parmi les clones de notre répertoire immunologique, qui est très diversifié, un ou quelques clones vont reconnaître l'antigène. On parle là d'une sélection clonale, c'est-à-dire ce clone a été sélectionné pour cette réponse immunitaire. Suite à la reconnaissance et la sélection clonale, on passe à l'étape 2 qui est l'amplification. Et vous voyez, le nombre de cellules appartenant à ce clone devient plus important. Donc, suite à l'amplification, un nombre de cellules va se différencier en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Et d'autres vont se différencier en LB mémoire pour reconnaître l'antigène s'il est introduit une deuxième fois dans l'organisme. Donc on a fini avec l'étape 2, c'est-à-dire l'amplification et la différenciation lors d'une RMH, et on va passer pour expliquer la même étape lors d'une RMC. Pour cela, on va traiter ensemble l'activité 3. Et vous êtes demandé à faire l'analyse de l'évolution du nombre de lymphocytes lors d'une RMC. Pour cela, on va travailler sur le document 6 de la page 311. Le document représente la numération des LB, des LT4, des LT8 et des LTC, qu'on ne connaît pas jusque-là. Donc les LTC sont les lymphocytes T cytotoxiques. On va apprendre davantage sur ces LTC. Donc vous êtes demandé à analyser les courbes du document 6, qui représentent, on a dit, l'évolution du nombre de lymphocytes dans la RMC. Donc, au début de cette réponse immunitaire et suite à l'intrusion du non-soi, donc le nombre de LT4 et de LT8 est faible. Donc, ce nombre augmente progressivement pour dépasser les 15 000. Donc, à la fin de la réponse immunitaire, c'est-à-dire la guérison, le nombre de LT4 et de LT8 commence à diminuer. Mais remarquez bien, ce qui reste des LT4 et des LT8 est nettement plus important que les LT4 et les LT8 de départ. On va l'expliquer tout à l'heure.
Donc, les LTC sont presque absents au début de l'infection, puis augmentent progressivement et le nombre dépasse les 15 000 et devient très important. À la fin de la réponse immunitaire spécifique, vous voyez le nombre de LTC chute. Donc, proposer une hypothèse concernant l'origine des LTC. Donc, revenons au document 6. Là, au fur et à mesure que le nombre de LT4 et de LT8 diminue, le nombre de LTC augmente. Donc, si on va s'interroger sur l'origine des LTC, ça ne peut l'être que les LT4 ou les LT8. Donc, première hypothèse, les LT4 pourraient être à l'origine des LTC ou les LT8 pourraient être à l'origine des LTC. Bien sûr, on peut reconnaître les LT8 ou les LT4 par leur CD, par leur bouclier de différenciation. Là, on a utilisé pour vous deux couleurs différentes. Donc, la première hypothèse, c'est-à-dire les LT8 sont à l'origine des LTC. Cette première hypothèse est validée, puisqu'on a vu que les LT8, au cours d'une réponse immunitaire spécifique, subissent une amplification, puis une différenciation. Ils se différencient en LT8 mémoire, c'est-à-dire LT8 qui peuvent reconnaître l'antigène ultérieurement, et en LT cytotoxique. Donc, remarquez que les LT8 contiennent une vésicule dont le contenu est destiné à une cytolyse, c'est-à-dire la destruction d'une cellule infectée. Donc, on va infirmer la deuxième hypothèse, c'est-à-dire le fait que les LT4 sont à l'origine des LTC, et on va confirmer la première hypothèse, c'est-à-dire les LT8 sont à l'origine des LTC. Donc, pour mieux comprendre cela, on va utiliser ce document de votre manuel scolaire. Donc, ce document nous montre qu'on possède plusieurs poules de lymphocytes. On a dit qu'ils constituent notre répertoire immunologique. Lors de l'intrusion d'un agent pathogène, par exemple ici il s'agit d'une bactérie, et lors d'un premier contact avec l'antigène, un ou quelques poules seront sélectionnées pour cette réponse immunitaire spécifique. On parle d'une sélection clonale. Suite à cette sélection clonale, le clone choisi va subir une activation. Seulement le pôle sélectionné sera activé. Le résultat de cette activation est la différenciation de cellules à mémoire et de cellules effectrices. Les cellules à mémoire sont de durée de vie très longue, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'ils peuvent reconnaître l'antigène lorsqu'il est introduit dans l'organisme dans d'autres occasions. Par contre, les cellules effectrices sont de durée de vie très courte, c'est-à-dire ils vont effectuer la réponse immunitaire, éliminer le non-soi et ils disparaissent. Lors d'un deuxième contact avec le même antigène, les cellules à mémoire vont très vite reconnaître l'antigène et déclencher une réponse secondaire qui est plus intense, plus rapide et plus durable.
remarquez que le nombre de cellules à mémoire a augmenté par rapport à la première réponse, voilà, à la réponse primaire. Aussi, les cellules effectrices a nettement augmenté par rapport aux cellules effectrices déclenchées lors de la réponse primaire. Donc on a fini avec la phase d'induction et la phase d'amplification et de différenciation. Passons à la troisième phase ou troisième étape de la réponse immunitaire, au cours de laquelle l'objectif de la réponse immunitaire est la neutralisation et l'élimination de l'agent infectieux. Donc l'étape 3 sera la phase effectrice, c'est-à-dire l'élimination réelle de l'agent infectieux. On va voir la phase effectrice lors d'une réaction immunitaire à médiation humorale. Donc, lors de l'intrusion d'un agent infectieux, comme ici par exemple, une bactérie, donc cette bactérie est phagocytée par un macrophage. Le macrophage dégrade la bactérie, la rendant ainsi inoffensive. Les déterminants antigéniques de cette bactérie sont associés au HLA et exposés à la surface du macrophage pour être reconnus par les autres cellules immunitaires. Donc la phagocytose libère des résidus qui seront expulsés hors du phagocyte. Pour comprendre la phase effectrice lors d'une RMH, on va traiter ensemble l'activité 5 de la page 312. Et on va suivre l'évolution de la phagocytose lors de la phase effectrice de cette réponse immunitaire humorale. Donc le document 9B de la page 312 nous montre le taux d'antigènes libres, le taux de complexe humain ou complexe antigène-anticorps et le nombre de phagocytoses. Lors de l'intrusion de l'antigène, on voit au début de la réponse immunitaire spécifique, le nombre de l'antigène libre est très important. Au bout de 2-3 jours, le nombre de l'antigène libre commence à diminuer. Au fur et à mesure, le complexe antigène-anticorps ou complexe humain commence à augmenter. Dans les jours qui suivent, on voit, et plus précisément à partir du 3e jour de l'infection, alors que le complexe humain augmente, la phagocytose augmente aussi. Donc vous êtes demandé d'indiquer l'importance de la formation de complexes humains. Pour y parvenir, référez-vous au document ci-contre. On a dit que les plasmocytes sont des cellules sécrétrices d'anticorps, donc on parle d'anticorps circulants, qui peuvent en fait rencontrer l'antigène ou le déterminant antigénique et s'associer à lui, formant ainsi le complexe humain. Donc le complexe humain sert à neutraliser l'antigène sans toutefois parvenir à l'éliminer. Donc comment sera éliminé cet antigène définitivement? Pour le faire, on va voir ensemble l'activité 5, page 312, qui nous montre une électronographie
d'un macrophage phagocytant une bactérie. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les anticorps vont s'associer aux déterminants antigéniques pour former un complexe humain qui jusque-là sert à neutraliser l'antigène. Voyons les choses d'une manière schématique. Donc, le schéma du document 10b représente une interprétation montrant les étapes conduisant à l'élimination des bactéries. Donc, vous êtes demandé à légender ce schéma. Donc, numéro 1, antigène muni de déterminants antigéniques. Numéro 2, région variable de l'anticorps spécifique aux déterminants antigéniques. Numéro 3, région FC, c'est-à-dire région fixe ou site de fixation de l'antigène sur la cellule effectrice. Numéro 4, antigène de nature bactérienne. Numéro 5, déterminant antigénique de l'antigène. Numéro 6, cellule effectrice. Et numéro 7, récepteur de la cellule effectrice sur lequel se fixe la région FC de l'anticorps. Donc, vous êtes demandé aussi à déduire les rôles joués par les anticorps circulants et le macrophage lors de la phase effectrice. Pour cela, on va traiter l'activité 5, page 312. On a dit que le complexe humain va neutraliser l'antigène grâce à sa partie variable ou le site anticorps. Donc en fait, la membrane des phagocytes comporte des récepteurs membranaires spécifiques à la région FC de l'anticorps que vous voyez là. Donc c'est ce qui est représenté en vert et vous voyez que l'anticorps va se fixer grâce à sa partie fixe dite FC au récepteur spécifique à la surface des phagocytes. Les complexes humains se fixent sur la cellule effectrice grâce à la partie basale du fragment constant FC des anticorps. L'opsonisation facilite la phagocytose et par conséquent l'élimination de l'antigène. Donc, au départ de la réaction immunitaire, l'antigène a été phagocyté, mais les phagocytes n'ont pas pu l'éliminer. Donc, pour le moment, les phagocytes vont éliminer l'antigène, mais au sein du complexe humain. Donc, passons à la phase effectrice dans le cas d'une REMC. Donc, le rejet de greffon, par exemple, mobilise la réaction immunitaire à médiation cellulaire. Et pour comprendre la phase effectrice de la REMC, on va traiter ensemble l'activité 6 de la page 313. La question, comment les lymphocytes opèrent afin d'éliminer le non-soi. Pour cela, on va voir ensemble les figures de document 11 qui montrent l'action d'un lymphocyte TC, LT cytotoxique, sur une cellule cible. Voilà d'une manière schématique l'étape de reconnaissance de la cellule infectée par un LTC. On va voir un peu les détails. Comme tous les lymphocytes, les LTC possèdent des récepteurs membranaires, les TCR. Le TCR de LTC va faire une double reconnaissance.
il va reconnaître l'antigène associé aux molécules HLA classe 1. On a parlé tout à l'heure d'une double reconnaissance. Donc, toujours, on s'intéresse au document 11 pour voir l'action d'un lymphocyte TC sur une cellule cible. Et vous voyez, comparé à tout à l'heure, les deux cellules sont presque accolées l'une à l'autre. Donc, les LTC sont accolés à la cellule cible. On a dit aussi tout à l'heure que les LTC possèdent des vésicules dont le contenu est destiné à une cytolyse, c'est-à-dire à détruire une cellule. Donc, décrivez les étapes 1 et 2 du document 11 afin de déduire les caractéristiques de la phase effectrice de la réponse cellulaire. On va voir ce deuxième schéma plus en détail et qui va nous permettre de mieux comprendre comment se fait la lyse d'une cellule infectée lors d'une RMC. Donc, toujours, on reconnaît le TCR qui va faire une double reconnaissance. Le contenu des vésicules des LTC contiennent des molécules qu'on appelle la perforine. Et en plus, ces vésicules contiennent des enzymes protéolytiques. Suite à une reconnaissance ou suite à une double reconnaissance, la perforine est libérée par exocytose. Donc, la perforine est polymérisée grâce aux ions Ca2+, pour former au niveau de la membrane de la cellule infectée, donc une sorte de canaux ou de pores. Donc, les enzymes protéolytiques que vous voyez là, accompagnées de molécules d'eau, vont pénétrer dans la cellule infectée par ces canaux ou par ces pores, et c'est la lyse de la cellule infectée. Donc, je crois qu'on a répondu à cette question, comment se fait la lyse de la cellule cible par les LTC. Donc, la lyse se fait par les enzymes protéolytiques qui pénètrent par les pores ou les canaux formés par polymérisation de la perforine. Pour mieux comprendre tout ce qu'on vient de faire, on va voir quelques activités de votre manuel scolaire pour encore mieux éclaircir toutes les étapes qu'on vient de décrire. On va voir le tableau à la page 314 de votre manuel scolaire. Donc, chez un sujet S1 atteint d'une maladie infectieuse M, on prélève des macrophages notés M1, des LT notés LT1 et des LB notés LB1. Avec ces catégories cellulaires, on va réaliser différents types de cultures. Et vous êtes demandé d'analyser les expériences du tableau. Donc, première culture, on va cultiver seuls les macrophages M1. Et à chaque fois, on va voir la production de gamma-globulines ou des anticorps. Donc, les M1 cultivés seuls ne permettent pas la production de gamma-globulines. Ainsi, lorsque les lymphocytes T1 sont cultivés seuls, ça ne permet pas la production de gamma-globulines. Par contre, si les B1 sont cultivés seuls, ça va permettre une production très faible
de gamma-globuline ou d'anticorps. Donc, voyons encore plus les cultures réalisées dans ce tableau. On va cultiver maintenant les macrophages M1 avec les lymphocytes T1. La production de gamma-globuline est nulle. Donc, la culture des M1 et des LT1 ne permet pas la production d'anticorps. Donc, macrophages et lymphocytes, à eux seuls, sont incapables d'amorcer une RMH. Maintenant, on va cultiver les macrophages M1 avec les LB1. Ça va permettre une production très faible de gamma-globuline. Aussi, si on cultive les LB1 avec les lymphocytes T1, on observe une production très faible de gamma-globuline. Donc, à chaque fois où le LB est présent, nous assistons à une production d'anticorps, mais tout en étant faible. Donc, on va dire que les LB sont les premiers à amorcer la RMH. Autrement dit, sans la présence de lymphocyte B, la réaction immunitaire à médiation humorale n'est pas amorcée. On s'intéresse à la culture numéro 4, dans laquelle on va cultiver les macrophages M1, les lymphocytes B1 et les lymphocytes T1. Résultat, une production de gamma-globuline très importante. On en déduit donc la faible intensité de la RMH en présence des LB connaît une amplification en présence des macrophages et des LT. La culture 4 met en évidence la nécessité d'une présence simultanée des trois populations des cellules immunitaires. Et ça nous laisse penser qu'il y a une coopération entre les trois populations des cellules immunitaires. Donc, pour vérifier cette hypothèse, c'est-à-dire le fait que les cellules immunitaires coopèrent entre elles pour mener à bien la réponse immunitaire spécifique. Donc la question, les LB sont-ils suffisants à assurer seuls l'immunité humorale? Pour cela, on va traiter ensemble l'activité 8, pages 314 et 315. Chez un lot de souris, qu'on va le qualifier de lot témoin, on ne fait aucun traitement. Par contre, chez un deuxième lot, on va irradier les souris, bien sûr pour détruire la moelle osseuse, et on va réaliser une thymectomie pour détruire le thymus. Les animaux ainsi traités sont divisés en 3 lots. Chez le lot numéro 1, on injecte le lymphocyte B. Chez le lot numéro 2, on injecte le lymphocyte T. Et chez le lot numéro 3, on injecte les lymphocytes B et T. Donc, chez le lot numéro 1, chez qui on a injecté le lymphocyte B seulement, on va prélever le sérum de cette souris à laquelle on va ajouter des globules rouges de Moton. Et on va chercher est-ce qu'il y a une réaction d'agglutination ou pas. Donc, chez le lot numéro 1, lorsqu'on mélange le sérum de ces souris avec les globules rouges de Moton, GRM, il n'y a pas une réaction d'agglutination. Il en est de même pour le lot numéro 2, chez qui on a injecté seulement les lymphocytes T. Le sérum de ces souris, mélangé avec les globules rouges de Moton, ne montre pas d'agglutination.
Autrement dit, pour le lot numéro 1 et le lot numéro 2, il n'y a pas eu production d'anticorps. Par contre, pour le lot numéro 3, chez qui on a injecté les lymphocytes B et T, il y a eu une réaction d'agglutination avec les globules rouges de Moton. Donc, le sérum du lot numéro 3 contient des anticorps anti-GRM, d'où la réaction d'agglutination observée. Bien sûr, pour le lot numéro 4, il y a agglutination puisque pour ce lot témoin, il possède les lymphocytes B et T. Donc le travail demandé suivant est de proposer une hypothèse concernant le rôle que les lymphocytes T peuvent jouer dans l'immunité humorale. En fait, les lymphocytes T ne participent pas directement dans la réaction immunitaire humorale, mais ils vont coopérer avec les LB. Donc, notons que le fondement de toute coopération est la communication. La question, comment se fait la communication entre les cellules de l'immunité? Hypothèse, la communication entre les cellules immunitaires pourrait être médiée par des messagers chimiques. Pour vérifier cette hypothèse, on va travailler ensemble l'activité 9 de la page 315. Donc, chez un lot de souris normales, on va prélever les lymphocytes T, qu'on va mélanger avec un produit stimulant qui va jouer là le rôle d'antigène. Puis, on va prélever le surnageant de ce mélange, qu'on va ajouter à des cultures de lymphocytes T et de lymphocytes B. Et on va chercher est-ce que ces cellules prolifèrent ou pas. Résultat, suite à l'ajout du surnageant S, dans les deux cas, il y a prolifération cellulaire. Par contre, si on n'ajoute pas le surnageant S aux deux cultures de lymphocytes T et B, les cellules ne prolifèrent pas. Donc l'analyse des résultats, donc suite à l'ajout du surnageant, certainement ce dernier contient une substance qui stimule les lymphocytes T et les lymphocytes B dans les deux cultures pour qu'il y ait prolifération. Donc déduisez le mode de communication entre les cellules de l'immunité. Donc la prolifération des lymphocytes nécessite des messagers chimiques qui ont été identifiés, les interleukines. On va s'intéresser à deux types d'interleukines, l'interleukine 1 et l'interleukine 2. On va s'intéresser de près à l'action de ces deux messagers chimiques. Donc, lors de la première phase de la réponse immunitaire, qui est la phase d'induction, le macrophage va endocyter l'antigène et va fragmenter ces protéines pour les exposer accompagnées aux molécules HLA classe 1 et HLA classe 2. En plus, le macrophage qui a reconnu l'antigène va sécréter une première interleukine appelée l'interleukine 1. L'interleukine 1 se fixe sur ces récepteurs spécifiques sur la membrane des lymphocytes T4 qui ont reconnu l'antigène et qu'on fait la double reconnaissance.
Ainsi, le LT4 va s'activer, va subir une activation. L'activation consiste à la sécrétion d'une deuxième interleukine appelée l'interleukine 2. L'interleukine 2 agit sur le L4 qui l'a sécrété pour l'activer encore davantage. Donc le LT4 activé par l'interleukine 2 devient ainsi un LTH, LT helper, ou LT auxiliaire, qui va venir en aide pour les autres cellules immunitaires. N'oublions pas qu'on a dit les cellules immunitaires coopèrent. Donc dans ce sens, le LTH ou le LT auxiliaire coopère avec les autres cellules de l'immunité. Donc, aussi, l'interleukine 1 libéré par le macrophage qui a reconnu l'antigène et va se fixer sur les LT8. Les LT8, bien sûr, qui ont fait la double reconnaissance et qui ont reconnu l'antigène. Donc, le LT8 qui a subi l'action de l'interleukine 1 va s'activer et va mettre en place des récepteurs à l'interleukine 2. Donc le LTH ou le LT auxiliaire sécrète l'interleukine 2 qui se fixe sur les récepteurs spécifiques à la surface de LT8 pour l'activer encore davantage. Les LB qui ont reconnu l'antigène vont l'endocyter avec l'immunoglobuline de surface et exposent les déterminants antigéniques de cet antigène accompagnés aux molécules HLA classe 2. Le LTH va faire une double reconnaissance. Il va reconnaître l'antigène accompagné de molécules HLA classe 2. Cette reconnaissance va permettre l'activation de ce clone de LB. En plus, ça va permettre de recevoir l'action de l'interleukine 2. Donc, récapitulons toute la réponse immunitaire spécifique dans un schéma de synthèse. Donc, vous voyez là les trois phases qu'on a citées précédemment, la phase d'induction, la phase d'amplification et la phase effectrice. À l'occasion de l'intrusion d'un antigène, les macrophages vont endocyter cet antigène, le fragmenter et exposer ces déterminants antigéniques accompagnés de molécules HLA classe 1 et classe 2. Ils vont jouer ainsi le rôle d'une cellule présentatrice d'antigènes. Là, on parle de reconnaissance de l'antigène. En fait, les LT4 reconnaissent l'antigène accompagné de molécules HLA classe 2. Les LT8 aussi peuvent reconnaître l'antigène accompagné de HLA classe 1. Dans les deux cas, il s'agit d'une double reconnaissance. Les LB aussi peuvent reconnaître l'antigène, libre ou fixé sur d'autres cellules, grâce à leur BCR. Et on a dit que les LB peuvent endocyter l'antigène et le présenter à d'autres cellules, ainsi jouant le rôle d'une cellule présentatrice d'antigène. Le macrophage, on a dit tout à l'heure, qui libère une première interleukine, dite interleukine 1, qui va activer les LT4 qui ont reconnu l'antigène.
devenant ainsi des LTH. Donc je reprends un peu ce que j'ai dit. Donc le macrophage libère une première interleukine 1 qui se fixe sur les récepteurs spécifiques des LT4 et se fixe aussi sur ces récepteurs spécifiques au niveau des LT8. Les LT4 qui ont reçu l'action de l'interleukine 1 sécrètent une deuxième interleukine, l'interleukine 2. L'interleukine 2 active les LT4 eux-mêmes. Ils se transforment en LTH ou LT auxiliaires. Les LT auxiliaires ou LTH activent par l'interleukine 2 les LT8 qui ont reconnu l'antigène et les LB aussi qui ont reconnu l'antigène. Donc, toutes les cellules qui ont reçu l'action de l'interleukine 2 seront activées. Le résultat de cette activation est une phase de prolifération. Donc, les LB prolifèrent et le nombre de LB engagés pour cette réponse immunitaire spécifique va augmenter. Donc, les LTH qui ont reconnu l'antigène se transforment en LT4 mémoire, c'est-à-dire qu'ils peuvent reconnaître l'antigène ultérieurement. Les LT8 aussi activés par l'interleukine 2 prolifèrent et leur nombre devient très important. Suite à cette activation, il y a une différenciation. Donc, certains LB vont se transformer en LB mémoire. D'autres LB vont se transformer en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Pour la réaction immunitaire à médiation cellulaire, les LT8 se différencient, comme on a dit tout à l'heure, en LTC cytotoxique et en LT8 mémoire. Dans le cas d'une réaction immunitaire à médiation humorale, la phase effectrice ne peut s'achever qu'avec la participation du complément. On ne va pas s'attarder beaucoup sur ce complément, juste on va le signaler. Donc c'est un ensemble de protéines qui vont s'associer au complexe humain pour faciliter la phagocytose de ce dernier. Donc le complexe humain associé au complément va être endocyté par les cellules phagocytaires, donc bien sûr par opsonisation. Dans le cas de réaction immunitaire à médiation cellulaire, on a détaillé tout à l'heure comment se fait la lyse. Bien sûr, les LTC vont s'associer aux cellules infectées et former des pores au niveau des cellules infectées pour leur injecter des enzymes protéolytiques et avec de l'eau donc détruire définitivement la cellule infectée. Bien sûr, une fois l'antigène est éliminé, donc la réaction immunitaire doit mettre fin. Cela est assuré par une autre catégorie de lymphocytes qu'on appelle les LT suppresseurs, qui se proposent de supprimer la réaction immunitaire. Merci pour votre attention et bon courage pour le bac.